laisses les personnes demander et tu prends le moins de place possible. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est peut-être que tu complètes et puis que tu en fasses un briefing de 52 minutes et peut-être rappeler des fondamentaux. Peut-être que Jean-Claude Blaise et Saint-Timor vont pouvoir nous rappeler qui sont les Roms, pourquoi ils se retrouvent chez nous. Je suis après. Oui, je ne sais pas, donc je ne pense pas que j'ai autorité à parler de façon professorale sur qui sont les Roms. Peut-être me présenter, je suis un ancien étudiant de la faculté de sociologie et d'idéologie, il y a longtemps. À cette époque-là, j'avais travaillé sur les tziganes en Alsace. J'avais commencé une thèse que je n'ai pas terminée sur les tziganes et sur leur origine. Donc on pourrait effectivement parler de beaucoup. En tout cas, les tziganes sont arrivés en Alsace en 1424. Et ça, c'est un chroniqueur local, Spetman, qui le dit. Effectivement, lui, il ne les a pas vus. Et 70 ans plus tard, il a commencé à parler des tziganes et leur arrivée en Alsace. Donc ça fait 600 ans qu'ils sont là. La plupart ont gardé leur langue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'immigrés, la deuxième, troisième génération, quatrième génération qui gardent une langue. Et quand on garde une langue, je pense qu'on garde une culture. Et a priori, ils ont un droit de cité fondamental en Alsace. Fatima pourrait dire la même chose, je pense, en Roumanie, puisqu'elle vient de Roumanie, d'une ethnie effectivement rome, sans doute d'origine plutôt turque. Voilà, donc, et depuis aussi, je pense, 600 ans. Donc ça, c'est, je pense, le point de vue général sur, je pense, les tziganes. Après, il y a eu, depuis quelques années, au niveau du Conseil de l'Europe, une volonté de dire que, sous un vocable qui s'appelle Rome, on va mettre ensemble aussi bien les tziganes, les Simitis, les Manouches, les Gitans. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont tous partis de l'an 1000 du Rajasthan et qui ont fait un périple vers l'ouest pour arriver, certains en Bohème, certains en Égypte, égyptiens, d'autres en Russie. Certains ont été bloqués par des circonstances de l'histoire qui fait qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Et d'autres ont passé, par exemple, les Gitans espagnols sont passés directement en Espagne, ils ont été bloqués, ils ont perdu leur langue, par contre, et ils sont restés effectivement Maintenant, c'est une. Autant les tziganes, effectivement, c'est aussi quelque chose d'administratif, autant maintenant dire que tout le monde est Rome. Alors, Rome, des fois, on écrit ça avec deux R, des fois, seulement un R. Rome, dans la langue romanie, d'origine du Rajasthan, ça veut dire homme. C'est plutôt ça. Romanesque, Romanie, romanesque. La plupart des Roms de l'Europe de l'Est ont plutôt effectivement connu comme on dit. Maintenant, ils y reviennent un petit peu, puisque maintenant, pourquoi pas, de leur vraie catégorie, certains sont par exemple des Lovaris, parce qu'ils sont monteurs d'ours, d'autres sont plutôt Calderach, parce qu'ils ont une autre culture, d'autres sont plutôt en fonction des métiers. Donc, je pense qu'on peut dire que les Roms, effectivement, c'est une langue. C'est des métiers, et puis après, c'est une culture minoritaire qui est arrivée dans une société souvent installée avec ses frontières et tout. Et à l'époque, moi, mon travail était de montrer comment ce peuple d'origine de l'Inde est arrivé, sans doute, en guerrier conquérant, mais sans armes, dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Et ils ont resté effectivement, parce qu'ils pensent que là où ils sont chez eux. Et ils sont effectivement chez eux, chez nous, et on est. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cet affrontement qu'il y a peut-être entre les sociétés sédentaires et ces sociétés des gens venus du Rajasthan, fait qu'on se frotte peut-être un petit peu avec ces sociétés-là. Nous, dit les gadgets, et donc ça, c'est évidemment peut-être le point de vue un petit peu. Ce travail d'étudiant, je l'ai fait il y a 40 ans maintenant. Vous dire que j'ai repris un travail à la ville de Strasbourg depuis 3 ans, depuis 2010, pour, à la demande du début, d'essayer de mettre en place une mission Rome, je pense que ce n'est pas le bon terme, en fait,
une mission pour essayer de voir comment on peut peut-être fermer, comment on peut éventuellement fermer ces bidonvilles qui sont inadmissibles à Strasbourg, parce que les gens vivent dans des conditions humaines et parce qu'effectivement, c'est aussi des conditions qui posent problème des fois avec le voisinage. Donc, voir comment on peut traiter de façon municipale ou étatique ce qui relève d'un problème qui vient de ce fait, je pense, effectivement, de la chute du mur de Berlin, qui vient du fait qu'en 1989, les populations de l'Europe de l'Est, pour certaines, ont voulu voir ce qui se passait à l'Europe de l'Ouest et sont venues parce qu'ils avaient envie, parce que souvent ils avaient des problèmes de difficultés politiques, de ségrégation ou des difficultés économiques. Et ils sont venus en demandant un statut de réfugiés politiques, souvent. Par plusieurs vagues. Ceux qui sont en 1989, c'était évidemment une volonté de sortir. La France et d'autres pays européens ont accepté souvent le motif du réfugié politique pour les gens des ex-pays de l'Est, qu'ils soient roms ou qu'ils soient non roms. Et ça a fonctionné effectivement pendant presque 40 ans. Et les premiers tziganes qui habitent encore dans les bidonvilles ici à Strasbourg, ce sont des tziganes, des roms hongrois, qui sont arrivés en 90. Les premiers, donc, sont arrivés et ils sont partis. L'histoire a évolué de façon sans doute vite, et peut-être pas si question, mais en 2007, enfin déjà en 2005 pour d'autres pays, en 2007, la Roumanie, la Bulgarie sont rentrés dans l'Union européenne. À partir de ce moment-là, ils sont devenus effectivement européens, avec quelques statuts différents quand même, comme tout le monde, donc le droit de voyager partout où ils veulent, dans l'Europe. Et par contre, le droit de voyager, pas le droit de s'installer, les droits dévolus à tout Européen, c'est-à-dire pas de droit particulier, qui fait que ces gens-là, en 2007, 2008, ont perdu cette possibilité d'avoir un statut de réfugié politique. Le statut de réfugié politique donne la possibilité, quand on est demandeur, dans tous les cas, donc donne accès à une aide, une aide de 450 € à peu près actuellement. Ça donne accès à une sécurité sociale, l'aide mutuelle de l'État. Et ça donne le droit à, au moins à l'époque, on appelle la période hivernale, d'être logé aux frais de français, dans des foyers d'hébergement, ou dans des appartements, ou dans des hôtels. Donc jusqu'en 2006-2007, il n'y a pratiquement jamais, on n'a pas vu de bidonville s'installer en Europe, enfin, en France, parce que ces gens sont arrivés, effectivement avec le statut de demandeur d'asile, après des des fois, mais avec cette possibilité effectivement de pouvoir être au moins hébergés et logés, même s'ils avaient 0 centimes, quoi qu'ils avaient effectivement 450 € par an. En 2007, quand les gens arrivent, ils arrivent effectivement parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils continuent à être ségrégés chez eux, la mère avait dit, il y a plein de difficultés, mais là ils arrivent avec le statut d'Européen qui ne leur donne que le droit de circuler, comme tous les riches, mais avec aucun droit. Donc là ils n'ont plus le droit à l'habitation de droit d'asile, ils n'ont plus le droit à l'AME, ils n'ont pas le droit au RSA, ils n'ont pas le droit à l'allocation de logement, ils n'ont plus le droit à aucune aide, donc ils ont le droit à 0 centime. Et ils arrivent là, donc, en faisant un truc dans ce cas-là, la Manche, en vivant de la charité des associations qui leur donnent un coup de main. Et surtout, ils n'ont plus le droit en période hivernale de pouvoir bénéficier de ce logement qui leur permettait effectivement au moins de vivre du 1er novembre au 15 mars dans des conditions de traversée. Donc ils ont commencé, à partir de ce moment-là, à construire effectivement des petites baraques, ou trouver une roulotte ou une caravane et s'installer dans des lieux qui sont souvent des lieux interstices. Donc, on les voit encore à Strasbourg, donc plutôt le long des autoroutes. Le long des autoroutes, c'est sur un terrain qui appartient pour partie à la CUS, pour partie à l'État, pour partie à la DIRES. Ils sont aussi des fois derrière la gare, donc c'est des terrains qui appartiennent aussi à c'est pas trop qui. Donc ils se sont mis sur des espaces où, pendant un certain temps, on ne sait pas
qui gérait cet espace-là. Et petit à petit, effectivement, des lieux de vie assez inhumaines, on va voir inhumaines, se sont vus le jour à Strasbourg. Et donc en 2008, la municipalité a dit bon, comment on peut peut-être essayer de régler ce problème de l'habitat indécent à Strasbourg. Donc c'est à peu près effectivement le travail sur lequel on est en train de voir. Bon, je sais pas, peut-être je peux m'arrêter là, de toute façon, continuer après, peut-être je peux arrêter là. Est-ce que vous entendez là-bas au bout? Oui, sinon rapprochez-vous, c'est plus sympathique. Pour tout ce qui est effectivement la vie des Roms, ça je laisse effectivement à Fatima, qui est étudiante en sciences sociales aussi, elle dira peut-être, et qui, parce que je pense qu'elle a effectivement ce sont des passeurs, donc qu'on a embauché, vous l'avez vu un petit peu dans le film, pour être un petit peu la médiatrice scolaire. Et je crois qu'il y a des gens d'école de l'art qui sont là, qui pourraient témoigner un petit peu du travail qui peut être fait entre les parents, les enfants et Fatima. Et aussi l'éducation sociale à l'école du lycée. Est-ce que je suis je m'appelle Fatima Sana. Comme l'a dit je suis médiateur sociale à l'espace Toche. Et puis je travaille pour la Croix-Rouge comme éducateur social. Si vous avez des questions, vous connaissez un peu la culture ronde qui vous voulez voir comme vous l'avez de ronde. Oui. Alors, bon, je voulais vous demander, je savais que le gouvernement français, sous le gouvernement de Sarkozy, il avait des politiques assez intolérantes de mon point de vue, que je ne connais pas spécifiquement parce que je suis italienne, et je n'étais pas en France à l'époque, mais j'avais entendu dire que Sarkozy, justement, il renvoyait les migrants et notamment les Roms. Et comment il a justifié cette politique? Et maintenant, est-ce qu'avec le gouvernement Hollande, ça ne change pas? Et comment est-ce que les Roms ils ont vécu cet acharnement d'intolérance de la part du gouvernement français? Moi, je pense que Sarkozy a donné un sérieux coup de main aux Roms qui voulaient venir et qui sont effectivement venus. Parce que, il n'a pas fait exprès, mais voulant faire du chiffre et voulant dire que les gens devaient repartir, il leur a dit, vous repartez, on vous donne 300 € pour le papa, 300 € pour la maman, et 100 € par chaque enfant. Ça fait à peu près 1000, 1500 €, et on vous paye le voyage en avion. Et c'est le chiffre. Le salaire moyen en Roumanie, d'être monté maintenant, c'est, je pense, 500, 600 €. Le SMIC, c'est 170, 200 €. Donc quelqu'un repartait en Roumanie avec 5 fois le SMIC. Il repartait, il revenait, il redemandait la subvention et il repartait. Tous ceux, et quand on va en Roumanie, moi je suis allé, effectivement, il y a ceux dans le village, il y a ceux qui sont partis à l'ouest et il y a ceux qui ne sont jamais partis. Ceux qui sont partis à l'ouest et qui ont fait 3-4 fois l'aller-retour, ils ont pu acheter la maison sans problème. Et ils sont venus ici. Donc, et ça, je pense qu'on peut le dire, c'est effectivement des choses qu'on a vues dans tous les villages. Ceux qui sont restés n'ont pas. Et ça a donné envie aux autres de venir, vraiment beaucoup plus. Je pense qu'il a. C'est le principal, à mon avis, qui a permis effectivement aux Roms de venir. Ceci dit, les Roms ne souhaitent pas venir autant qu'on le pense. On estime en France, à ce jour à peu près, à 20 000, bon, je pense un peu sous-estimé, je pense qu'on dit à peu près 30 000 Roms de Roumanie qui sont arrivés depuis 5-10 ans en France. Il y a 1,5 million à 2 millions de Roms
déclarés ou pas déclarés, puisqu'on doit se déclarer ou pas déclarer en Roumanie, qui vivent en Roumanie. Donc voilà la différence. Et la plupart des Roms qui sont arrivés à Strasbourg sont arrivés au début d'un film, et je pense que Edouard a bien parfaitement, ils sont arrivés en circulant plutôt par l'Italie d'abord, par l'Espagne. Quand en Italie il y avait la crise, quand en Espagne il y avait la crise, les gens sont remontés et sont arrivés plutôt à Strasbourg. Donc quand on voit la circulation, quand on voit les gens qui arrivent à l'espace Roche ou à l'espace 16, beaucoup sont passés par l'Espagne. À Strasbourg, il y a depuis à peu près. Il y a eu un petit peu un décompte, on ne peut pas décompter sur le critère ethnique, mais c'est sur le critère ethnique. Des gens qui vivent dans de mauvaises conditions, dans des baraques, dans la rue, en à peu près 400 personnes, à peu près 120 familles. C'était le cas il y a 5 ans, c'est le cas encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'afflux massif de gens qui viennent à Strasbourg. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup plus non plus dans d'autres villes. La plupart sont quand même plutôt concentrés effectivement sur la région parisienne. Mais vous avez raison, Sarkozy a fait une politique anti-Rome, mais en fin de compte a fait une politique qui a permis aux Roms de venir à Strasbourg et de trouver de belles petites maisons en Roumanie.